Démocratique du Congo. Des combats généralisés sont signalés au nord Kivu, d'une part entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru, et d'autre part entre les différentes milices locales dans les territoires de Masisi et de Walikale. Ce week-end, l'armée congolaise a délogé les rebelles du M23 des localités de Kibumba et de Kiwanja à plus de 20 km au nord de Goma. Ces deux villes constituaient des points stratégiques de collecte des recettes pour la rébellion. Kiwanja était sous contrôle des rebelles depuis environ un an. Jusque dimanche soir, les combats se déroulaient vers les collines de Rugari et à Rutshuru Centre. Dans un communiqué publié dimanche soir, le M23 annonçait qu'il se retirait de Kiwanja pour ne pas endosser la responsabilité des pertes civiles. Selon des sources locales, quelques rebelles se seraient dirigés vers Bunagana, la frontière entre la RDC et l'Ouganda, et d'autres vers les collines de Kasisi et Ehu, à la frontière avec le Rwanda. Le point depuis Goma avec le correspondant de la Voix de l'Amérique, Primo Pascal Rudaigwa. Les combats qui ont repris depuis vendredi matin entre les FARDC et les rebelles du M23 se sont poursuivis jusqu'à dimanche soir sur deux fronts, celui de Kibumba à environ 20 km au nord de Goma et celui de Kiwanja dans le territoire de Rutshuru. Samedi dans la soirée, les forces régulières ont récupéré les centres de Kibumba et de Buhumba. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, s'est rendu à Kibumba pour réconforter les militaires. Maintenant, nous sommes dans la plaine de Kibumba. Imaginez-vous, lorsqu'une autorité arrive dans un lieu comme celui-ci, c'est que les forces combattantes sont un peu plus loin. Les mêmes éléments du M23 tentaient également de nous attaquer du côté de Kahunga sur la route Rwindi. Heureusement que nos forces armées également aujourd'hui sont en progression pour que nous nous rassurions que Kiwanja et Rutshuru sont également sous la réoccupation des forces régulières, de façon aujourd'hui, demain, après-demain, qu'on obtienne l'ouverture de la route qui va de Goma à Rutshuru. Depuis dimanche matin, les FARDC ont délogé également les rebelles dans la cité de Kiwanja. Cette cité constituait un point stratégique pour le M23. Pendant les combats, à part le soutien apporté aux FARDC, la MONUSCO a annoncé avoir protégé les populations civiles. Julien Paluku rassure que les jours qui viennent, il se rendra dans toutes les contrées libérées. Kiwanja, Rutshuru, Bunagana, on attend le gouverneur, on attend nos forces armées. Est-ce que nous voudrions vivre demain à Bunagana, à Rutshuru, pour que j'y fasse un meeting de réconfort à nos populations qui sont passées longtemps sous domination des rébellions? Dans un communiqué publié samedi dernier par le mouvement du M23, les rebelles dénoncent une attaque généralisée contre ces positions à Kibumba, Kaunga, Mabenga et Kinyandonyi. Ce même mouvement déplore les attaques de la milice Raia Mutomboki contre les populations rwandophones dans les territoires de Masisi. À ce sujet, les combats qui ont débuté il y a une semaine se sont également poursuivis entre la milice Raia Mutomboki de l'obédience Tembo et les Nyatura assimilés à la communauté rwandophone Hutu. Les dégâts sont énormes tels que l'indique ce rescapé rencontré en Ngungu. Ces combattants qui brûlaient les maisons, les greniers, qui tuaient les gens, et quand on a interrogé les gens, ils nous disaient que c'était Raia Mutomboki. Ils ont avancé un motif disant qu'ils sont à la poursuite des Interahamwe au moment où c'était la population Hutu qui les visait. La MONUSCO déplore la reprise des hostilités au Nord Kivu et invite tous les belligérants à la retenue. Goma, Primo Pascal Rudaigwa, la Voix de l'Amérique. Au sud Kivu, 3 familles qui se disputaient le carré minier de Mukungwe, dit Maroc, situé dans le territoire de Walungu à environ 50 km de Bukavu, sont sommées de quitter les lieux d'ici 3 mois, conformément à une décision du ministère congolais des Mines, disant que le site appartient désormais à une multinationale canadienne. Voici un reportage de Jolie Kamuntu, correspondante de la Voix de l'Amérique à Bukavu. L'administrateur du territoire de Walungu, qui a lu la lettre du ministre national des Mines, a signalé que le site de Mukungwe appartient désormais à la multinationale canadienne Banro. Et seule cette société est autorisée d'y exploiter les minerais. Maître Crispin Moutouedou, qui a représenté la société Banro à la cérémonie de lecture de cette lettre, donne ici son point de vue. De l'instant où Banro a fini de signer les accords avec le gouvernement, ça date de très longtemps. Donc on a été autorisé parce qu'on a constaté que voulant nous installer par le passé, il s'est posé quelques problèmes, une résistance de la part d'une fraction de la population. Alors il fallait vraiment ne pas forcer la porte. Malgré tout ce qu'on avait comme acte, donc porteur de titre
on s'est dit quand même on doit y aller de manière tout à fait procédurale. 3 familles se disputaient la propriété du carré minier de Mukungwe, à savoir les familles Rubango, Tchunu et Kurenga Muzimu. Après la lecture de cette lettre du ministre national, la famille Kurenga Muzimu accepte de quitter le site de Mukungwe, mais à condition que la société Banro respecte les procédures d'indemnisation et qu'elle travaille pour le développement du groupement de Mushinga où est situé le carré minier en question. La famille Tchunu, elle, ne digère pas bien la décision du ministre. Elle demande d'abord au gouvernement congolais de lui préparer un autre site où elle va exercer ses activités. Écoutons son représentant. Nous allons accepter de quitter Mukungwe. Après, on va dialoguer avec Ban. Nos recommandations est de dire à Banro de faire le développement dans le gouvernement de Mushinga, dans les Bugwesh et dans les sites Kivuanti. Le carré minier de Mukungwe est situé dans le territoire de Walungu, c'est à 50 km au sud-ouest de la ville de Bukavu. Rappelons qu'un conflit a opposé depuis plusieurs années ces 3 familles sur le carré minier de Mukungwe et après quelques temps, ces 3 familles ont été opposées maintenant à la multinationale Banro et c'était au sujet de l'appartenance de ce site minier qui est aussi appelé Maroc. Le gouvernement vient donc de trancher, mais il reste du pain sur la planche, surtout qu'il y a des mécontents et des grilles. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Tout de suite, la République démocratique du Congo. Depuis vendredi, des combats ont opposé l'armée aux rebelles du M23 dans l'est du pays. Les FARDC ont annoncé avoir repoussé le groupe rebelle en se déployant notamment dans 2 de ses places fortes à Kiwanja et à Rutshuru. 2 fosses communes ont également été découvertes. C'est ce qu'a indiqué Julien Paluku, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Maud Julien, vous êtes notre correspondante à Kinshasa. Bonjour. Alors, quelle est la situation ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo ? Alors, vous venez de le dire, Kiwanja et Rutshuru ont été prises hier. Kibumba avait été prise la veille. Il s'agit de victoires importantes parce que ce sont des zones très peuplées. Et Rutshuru, le chef-lieu du territoire du même nom, était tenu par le M23 depuis plus d'1 an. Le groupe contrôlait tout, l'administration, les taxes et même les médias locaux. Hier soir, les habitants de Rutshuru rapportaient des scènes de liesse. Les habitants ont fait la fête dans la rue jusqu'à 20h de soir. Sous le M23, ils avaient peur de sortir après 18h. Ces victoires sont aussi importantes sur le plan stratégique. Le M23 est maintenant encerclé dans la zone entre Kibumba et Kiwanja. Les soldats M23 dans cette zone sont coupés de Goma, la principale ville, et de leur base militaire de Rumangabo et Bunagana. Par ailleurs, depuis Rutshuru, les soldats congolais sont proches de la base militaire de Rumangabo, mais la situation reste instable dans Kibumba, notamment dont les FARDC annonçaient la reprise samedi. Les combats se poursuivent sur une petite portion du territoire collé au Rwanda. Alors on voit bien la portée de la victoire des FARDC, mais quelle est la réaction du côté du mouvement rebelle, le M23 ? Alors le M23, lui, affirme s'être retiré volontairement de Kiwanja. Il l'a annoncé dans un communiqué hier. Le groupe est devenu plus difficile à joindre ces derniers jours, mais dans ce même communiqué, il menace de se retirer des pourparlers de Kampala, entamés il y a 1 an et qui ont été suspendus la semaine dernière, si le gouvernement congolais continue de les attaquer. Alors, dans ces combats qui ont repris, on le sait, vendredi dernier, quel rôle jouent les Nations Unies, et notamment la MONUSCO ? Alors, ce que fait la MONUSCO en ce moment, c'est qu'elle se déploie dans les villes après qu'elles aient été reprises par les FARDC pour les sécuriser et les stabiliser. Pas de participation directe au combat comme ça avait été le cas en août dernier, mais quand même au cours de cette mission de sécurisation, donc à Kiwanja hier, un casque bleu tanzanien, membre de la nouvelle brigade d'intervention, a été tué, une action qui a été condamnée par le chef de la MONUSCO en RDC, Martin Kohler. Merci Maud Julien en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et sur ce dossier congolais, sachez que l'opposition salue l'engagement des forces armées dans leur effort pour repousser les rebelles. Joseph Olenga-Koy, président du FONUS, un parti d'opposition, on l'écoute. Vaut mieux tard que jamais que l'armée congolaise a pris conscience. Ça fait combien d'années un État doit toujours des rébellions à son sein et à chaque fois on déclare M23 comme étant une force négative. Et au même moment, on demande au gouvernement de la République d'aller négocier avec une force négative. Madame, c'est une histoire à dormir debout. C'est là où vous allez comprendre que notre pays fait l'objet
d'un complot réel auquel tous les Congolais doivent se mobiliser comme un seul homme. Nous félicitons toute notre armée et nous allons les mobiliser comme un seul homme. Il faut que cette fois-ci, la dignité de notre pays soit retrouvée. Donc vous faites bloc derrière les FRDC. Mais ça fait combien de fois nous sommes humiliés, madame? Je suis un homme heureux de voir que notre armée a pris conscience. Et l'Assemblée de notre peuple, nous sommes de l'opposition, nous allons faire taire nos divergences et nous allons tout faire pour défendre notre pays. Jusqu'au dernier prix du sang, madame. On ne peut plus comprendre, madame, que dans un pays comme le Congo, un géant de l'Afrique, parmi les géants, aujourd'hui nous soyons ridiculisés de manière permanente avec une complicité internationale. Donc pour vous, M. Olengakoy, il faut absolument fermer la page des négociations de Kampala entre le M23 et le gouvernement congolais? Logiquement, madame, on ne négocie pas avec une force déclarée par les Nations Unies comme étant une force négative. Mais les Nations Unies même, comment peut-il demander au gouvernement de la République d'aller négocier à Kampala? Joseph Olengakoy, président du FONUS, parti d'opposition en République démocratique du Congo avec Liliane Natcha. J'ajoute que le débat à vous l'antenne portera sur le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo à 7h45 GMT. BBC Afrique, la référence de l'info. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo regagnent du terrain face au M23. Les FARDC auraient déjà repris le contrôle de 3 villes qui avaient été occupées par les rebelles dans la région du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Ce matin, l'armée affirmait avoir repris le contrôle de la base militaire de Rumangabo à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma. John Kanyunyu, notre correspondant à Goma. 3 jours consécutifs d'affrontements ont permis aux militaires loyalistes de contrôler les villes de Kiwanja et Rutshuru, situées à 80 km au nord de Goma, capitale du Nord Kivu. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Martin Kobler, est arrivé à Kiwanja juste après la prise de la ville par les FARDC, appuyé par les forces onusiennes. Il a exprimé sa satisfaction de voir la population de Kiwanja enfin libérée. C'est ma première impression que le peuple est vraiment heureux d'être libéré et que c'est la fin des combats maintenant. Et ce territoire est libéré du M23. Et c'est un bon exemple de coopération entre nous. Nous avons l'obligation de protéger les civils ici. C'est pourquoi on est ici. C'est notre tâche, c'est notre mandat. Mais il faut maintenant poursuivre aussi la voie politique. Signalons qu'au cours des affrontements de Kiwanja, un casque bleu d'origine tanzanienne a été tué. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies à RDC s'est dit choqué par la mort de ce casque bleu qui a perdu sa vie alors qu'il protégeait la population civile. Vendredi dernier, déjà la localité de Kibumba était passée sous le contrôle de l'armée gouvernementale. Aussitôt cette localité investie par les forces loyalistes, 2 fosses communes ont été découvertes. C'est le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a livré cette information à la presse ce week-end. Il demande à la communauté internationale de mener des enquêtes pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs de ces massacres présumés. Si c'est une catégorie de population visée sur une base ethnique, c'est un crime de génocide. Donc je crois que la MONUSCO et toute la communauté internationale et les ONG des droits de l'homme sont maintenant invités rapidement à descendre sur le terrain pour qu'on établisse les responsabilités et que désormais, si c'est l'M23, parce que c'est lui qui gère cet espace, il soit rapidement traduit en justice et que la Cour pénale internationale soit saisie. Nos efforts pour joindre le porte-parole du M23 et avoir la version du mouvement rebelle sur ces 2 fosses communes sont restés sans succès. Entre-temps, le M23 menace d'attaquer les positions des forces loyalistes si elles n'arrêtent pas de les attaquer. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Et nous apprenons au sujet de ces 2 fosses communes que le ministère de la Défense de la RDC a créé une commission d'enquête militaire qui devrait travailler avec une équipe plus outillée qui sera dépêchée sur les lieux. Les combats entre l'armée et les rebelles ont donc repris après un peu moins de 2 mois d'une trêve globalement respectée. Dans le contexte actuel, avec le soutien de la mission de l'ONU, l'armée congolaise est-elle en passe de prendre le contrôle de l'Est de la RDC? L'analyse de Philippe Rentjens, politologue spécialiste des Grands Lacs, il a été joint par Carole Assillon. Si la progression de l'armée congolaise continue, bien évidemment, ceci pourrait bien signifier la fin militaire du M23 et ça signifie dans ce cas-là également la fin
politique du M23. Mais je pense qu'il faut attendre la suite des opérations, mais si c'était le cas, l'armée congolaise pourrait alors peut-être, si elle en a la capacité, s'occuper d'autres mouvements, des mouvements rebelles et autres milices ethniques, des mouvements armés qui pullulent dans la région, qui eux aussi occupent des parties du territoire congolais, qui eux aussi sont engagés dans l'exploitation des ressources minières du Congo. Et si le Congo veut rétablir son contrôle territorial, il devra bien évidemment également s'atteler à éliminer ces mouvements-là. Comment comprendre que ce soit le M23 qui soit ciblé alors qu'il y a d'autres mouvements armés dans la région? Il y avait la solution négociée qui n'a pas abouti. L'autre solution qui semble celle privilégiée aujourd'hui, c'est la solution militaire, une victoire des forces armées congolaises et la fin du mouvement M23. Je crois que c'est parce que le M23, d'abord, est le plus important, le plus structuré, qu'il avait acquis un contrôle consolidé d'un territoire tout de même relativement important. On parle d'à peu près 1000 km². Et qu'en plus, le M23, c'est également tout un symbole. Hein. C'est un mouvement qui, d'après tous les rapports que nous connaissons, bénéficie ou bénéficiait du moins d'un appui du Rwanda. Ce qui rend une des missions les plus importantes du Congo difficile, c'est-à-dire établir un État, notamment sous la forme d'un contrôle territorial. Mais un soutien extérieur au M23 est toujours possible. Le seul pays qui l'a fait par le passé et qui pourrait le faire, c'est le Rwanda, mais je pense que pour le Rwanda, c'est devenu extrêmement difficile. La communauté internationale ne le tolère plus. N'oublions pas qu'en plus, le Rwanda est membre non permanent du Conseil de sécurité et qu'il y a une mission onusienne, la MONUSCO, est déployée sur le terrain, et qu'il est quand même extrêmement difficile pour un membre du Conseil de sécurité de s'opposer à une force de l'ONU. Philippe Rengens est politologue et spécialiste de la région des Grands Lacs. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Oui, la République démocratique du Congo pour commencer, où l'armée congolaise poursuit depuis ce matin son avancée dans l'est du pays. Les soldats qui, depuis 4 jours maintenant, affrontent les rebelles du M23, aidés en cela par la mission de l'ONU déployée sur place. Alors que l'armée congolaise a repris Kiwanja et Rutshuru, les troupes se battaient toujours pour obtenir le contrôle complet de la ville de Kibumba, reprise samedi. Les derniers habitants ont pris la fuite vers Goma. Léa Versterov, vous êtes la correspondante de RFI au Congo. Votre reportage. Ils arrivent par petits groupes le long de la route poussiéreuse. Certains ont des gros baluchons sur la tête, d'autres portent des fagots de bois, des bidons en plastique ou leurs enfants. Tous, comme Sifa et ses 4 enfants, ont pris le strict minimum pour fuir les derniers combats à Kibumba. De Kibumba, j'avais fui à Gassisi, à la frontière avec le Rwanda. Mais je suis repartie ce matin car il y a des bombes qui ont commencé à tomber. Et je n'ai pas pu passer de l'autre côté. La frontière était fermée. Comme Sifa, ils sont déjà plus de 200 à s'être tout simplement assis au bord de la route une fois arrivés au premier char de la MONUSCO. Major Kassem. Ce sont des civils. Dans l'immédiat, nous les protégeons avant de les évacuer vers un lieu plus sûr et de leur donner de la nourriture. Une gymnastique bien connue de tous ces habitants du Nord Kivu qui, pour certains, vivent leur 3e guerre. Bonannée a déjà dû quitter sa maison 3 fois. J'ai pris les habits des enfants, une bassine et une couverture. La première fois, je suis allée à Kanyaruchinya pendant 1 mois. Une autre fois, dans un camp de réfugiés. Et maintenant, j'ai dû repartir. Je suis fatiguée de ces allers-retours. À chaque fois, on espère que c'est la paix. Et en fait, non. De temps en temps, un char de l'armée congolaise passe direction la ligne de front. Au 3e jour d'une offensive contre la rébellion du M23, plus de 5000 personnes déjà sont déplacées. Léa Versterov, Kibumba. RFI. Et puis je l'apprends en même temps que vous, l'armée congolaise affirme à l'instant avoir repris le contrôle de la base militaire stratégiste de Rumangabo, une base militaire, je vous le disais à l'instant, à une 40aine de kilomètres au nord de Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce lundi pour discuter de la situation en République démocratique du Congo, alors que les combats entre rebelles et soldats gouvernementaux ont continué aujourd'hui pour le 4e jour. Les combats ont commencé vendredi, moins d'une semaine après la suspension des pourparlers de paix entre le gouvernement et le M23. Les 2 parties n'ont pu trouver un accord sur la question de l'amnistie pour les rebelles. Les Nations Unies ont par ailleurs annoncé la mort d'un casque bleu tanzanien à Kiwanja. Des députés en République démocratique du Congo,
Congo, l'armée poursuit son offensive au nord de la ville de Goma. Elle a repris des mains des rebelles du M23 au cours du week-end. Les localités de Kiwanja, Rutshuru Centre et Kibumba, dont la nouvelle de la reprise par les FARDC a donné lieu à des scènes de liesse dans Goma, la grande ville du nord Kivu, où des milliers de gens sont sortis pour manifester leur joie. Et ce lundi, nous avons appris que les forces congolaises ont aussi pris le contrôle de Rumangabo. Pour confirmer cette information, j'ai joint le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC. Alors, est-ce que les forces congolaises sont dans Rumangabo? Oui, les FARDC ont pris le camp de Rumangabo vers 11h30 heure locale. Maintenant, nous assurons que les FARDC viennent d'ouvrir l'axe Goma-Rutshuru. Et donc, les paisibles citoyens, les paisibles populations peuvent maintenant circuler librement. Et en ce moment, donc, il y a des violents combats ou comment ça se passe? Des tirs sporadiques. Nous sommes en train de faire le ratissage. Et pour le moment, nous sommes en train aussi de dire à tous les combattants du M23, qui sont des Congolais, qu'ils peuvent venir auprès de nous, auprès de la MONUSCO. On va les accueillir. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. S'il y a des gens qui veulent déposer les armes, ils sont les bienvenus? Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Quel est l'objectif exactement? C'est de neutraliser totalement le M23? C'est restaurer l'autorité de l'État parce que le M23 avait déjà instauré une administration parallèle à l'administration gouvernementale ordinaire. Ces derniers temps, vous avez pris plusieurs villes. Où se trouvent maintenant les rebelles? Ils se sont retranchés à Runyoni, à Tchanzo, mais aussi à Bunagana, là où ils avaient encore commencé avec la rébellion. Et quel est le bilan des affrontements? Nous sommes en train de faire une centralisation et donc je vais pouvoir partager avec vous le bilan dans les heures qui suivent. Vous savez que par le passé, lors de combats du genre, les civils ont beaucoup souffert. Qu'en est-il en ce moment? En tout cas, pour l'instant, nous avons mené une guerre d'une manière professionnelle à tel point que on a vraiment limité les dégâts collatéraux, comme la ville de Kiwanja et Rutshuru. Nous avons pu ces villes sans pour autant que nous puissions réaliser un seul dégât à l'endroit des populations civiles. Le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC, je l'ai joint dans l'est de la RDC. Et toujours en RDC, selon un nouveau rapport de l'ONG Global Witness publié ce lundi, 90% des revenus retirés de l'exploitation forestière dans ce pays se sont évaporés en 2012 du fait de l'évasion fiscale et autres détournements illicites. De ce fait, le Trésor n'a reçu que 10% de ce qu'il aurait dû percevoir en vertu du droit congolais. Pour Global Witness, explique une responsable, Alexandra Pardal, cela signifie qu'il faudra faire table rase et repartir à zéro pour assainir le secteur. On écoute Madame Pardal. En fait, c'est de l'évasion fiscale et des arrangements fiscaux illégaux que nous avons découverts, et ces illégalités ont produit donc un manque à gagner au trésorier congolais de 90% des taxes forestières en 2012. Et sur 2 ans, donc l'État congolais a perdu plus de 11 millions de dollars. Mais où est allé l'argent? C'est le secteur forestier qui aurait dû payer cet argent au peuple congolais pour compenser donc l'exploitation forestière qui est faite dans le pays. Connaît-on les responsables de ces détournements? Nous connaissons les entreprises qui auraient dû payer ces taxes. Nous avons les documents qui démontrent les arrangements illégaux entre le ministère de l'Environnement et ces entreprises. Donc, nous présentons ces informations pour la première fois aujourd'hui. Qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement congolais pour assainir un peu le secteur? Nous recommandons au Premier ministre congolais d'ouvrir une enquête interministérielle pour examiner les pertes économiques, environnementales et sociales associées au modèle concessionnaire d'exploitation forestière en RDC. Nos éléments de preuve soulignent l'incapacité de ce secteur à contribuer au développement durable de la nation. Alors, nous pensons qu'il faut faire table rase et proposer des modèles alternatifs de gestion forestière plus propices au développement durable. Quand vous évoquez des modèles alternatifs, qu'envisagez-vous? Ce sont des modèles qui doivent être débattus et proposés par les Congolais eux-mêmes. Nous ne proposons pas un modèle fixe
en tant qu'ONG, mais nous proposons l'ouverture d'un débat sur des modèles de gestion plus durables pour les Congolais. Voilà, Alexandra Pradal de Global Witness était jointe à Londres par Camille Grosdidier. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Congo-Kinshasa, l'armée congolaise, appuyée par les forces onusiennes, gagne de plus en plus du terrain dans sa lutte contre les rebelles du M23. Les localités semblent tomber les unes après les autres. Après Kiwanja et Rutshuru, aujourd'hui, c'était au tour de Rumangabo, qui fut pendant des mois une base militaire et un camp d'entraînement du M23, de tomber. Depuis, les forces armées congolaises et l'ONU travaillent à consolider leur victoire et stabiliser la zone. La route entre Goma et Rutshuru transitait des produits de première nécessité avant qu'elle ne soit prise par le M23, a maintenant été réouverte. Maud Julien, notre correspondant à Kinshasa, est en ligne. Alors Maud, pouvez-nous dire ce soir quelle est la situation dans le Nord Kivu? Alors en ce moment, c'est le calme, même si selon certaines sources de l'armée congolaise, 2 régiments seraient en train d'avancer vers Bunagana, la principale base des rebelles du M23, mais pas de combat important donc dans la zone depuis hier. Aujourd'hui, l'armée est en fait rentrée dans Rumangabo sans combattre. Le M23 était parti la veille au soir et avait laissé derrière lui, dans l'ancienne académie militaire, des armes et des véhicules. Selon un soldat congolais sur place, ils ont marché sur Rumangabo sans résistance. À présent, il s'agit donc, vous l'avez dit, pour les FARDC et la MONUSCO de consolider leur acquis. La route entre Goma et Rutshuru a notamment été rouverte, redonnant ainsi accès aux populations de Goma, au sud, aux produits agricoles de Rutshuru. Pendant des mois, le M23 avait installé des barrages sur la route. Du coup, peu de camions s'y aventuraient. C'était trop dangereux et trop onéreux. Plusieurs témoins rapportent donc des scènes de liesse dans les villes libérées. On ose maintenant en faire la fête jusqu'à la tombée de la nuit, m'a dit un habitant de Rutshuru. Avant, on rentrait à la maison à 19h. Et plus au sud, dans la ville de Kibumba, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a demandé à l'ONU de mener une enquête sur des fosses communes qui ont été découvertes hier. Selon un expert des Nations Unies qui s'est rendu sur place aujourd'hui, il s'agirait en fait de cadavres qui datent des années 90 et qui n'auraient donc rien à voir avec les récents combats. Merci Maud Julien, donc vous étiez en direct de Kinshasa pour le point sur ces derniers événements, cette situation notamment en ce qui concerne les combats dans l'est du pays. Dans un instant, nous aurons le point de vue du chef du M23. Dans les médias, je propose d'écouter le porte-parole de l'armée, Olivier Amouli, au micro de Vénus Chimimana. La situation sur le terrain est que les FARDC ont déjà mis en déroute le M23. On a déjà récupéré les derniers verrous de Kibumba ce matin. On a récupéré la grande base militaire de Rumangabo. Et maintenant, nous sommes en train de faire le ratissage dans le Rutshuru, où nous venons d'ouvrir l'axe Goma-Rutshuru qui est totalement libéré par les FARDC. Et où se trouvent les positions avancées du M23? Ils se sont repliés sur Chanzo, Gonyoni et Bunagana comme d'habitude. Et vous n'avez pas l'intention de les poursuivre là-bas? Notre objectif, c'est de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. C'est ça la mission même de l'armée. On ne va pas rester bras croisés pendant qu'il y a une partie de la République qui est occupée par des rebelles. Donc l'intention, c'est de bouter hors du territoire congolais les rebelles du M23. Oui. On a évoqué l'existence des charniers. À qui imputez-vous la responsabilité de ces charniers qu'on a retrouvés à Mugunga? Ces charniers-là ont été découverts dans les endroits qui étaient sous contrôle du M23. Et donc, il y a une commission d'enquête qui a été instituée qui va pouvoir tirer les conclusions. Mis à part le ratissage, est-ce que le crépitement des armes continue? Oui, d'une manière sporadique. C'est Olivier Amouli, le porte-parole de l'armée congolaise. Le président du M23, Bertrand Bisimwa, estime, lui, de son côté, que ces hommes se sont volontairement retirés de plusieurs villes pour épargner la vie aux civils. Le M23 se trouve désormais dans les collines de Bunagana, mais n'exclut pas un retour si les négociations de Kampala ne reprennent pas. Je vous propose d'écouter Bertrand Bisimwa. Nous avons décidé de nous retirer de ces agglomérations parce que nous avons estimé que la stratégie utilisée par le gouvernement était dangereuse pour notre population, mais aussi pour notre mouvement. Vous savez que le gouvernement a infiltré dans les 2 villes que je viens de citer. Il y a infiltré des personnes, pourtant des télis civils, qu'il a armés pour pouvoir affronter notre armée. Et nous avons estimé que affronter ces gens-là, une fois
tomber sous les champs de bataille reviendrait à donner le prétexte au gouvernement pour dire que le M23 a tué des civils. Alors, M. Bissimwa, vous voulez donc dire que vous vous êtes retiré de Mugunga volontairement, Kanyaruchinya, de Kibati, de Rutshuru même? Oui, nous nous sommes retirés également parce que nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions prouver à la face du monde notre bonne foi. D'abord. Deuxièmement, qu'il fallait montrer à la face du monde qui est réellement l'instigateur de guerres et de conflits dans l'est du pays. Et vous vous êtes replié dans quelle région? Bien, nous contrôlons les espaces à partir de nos collines. Si le gouvernement continue à nous faire la guerre, eh bien, nous serons obligés de changer d'option et nous entrerons dans l'option offensive. Alors, à ce moment-là, nous voulons prendre le monde à témoin que personne ne puisse nous condamner pour avoir réagi contre des forces du gouvernement. Maintenant que le gouvernement vous a poussé dans votre dernier retranchement, si je peux dire ainsi, parce que d'après le porte-parole de l'armée, l'axe Goma-Rutshuru est sous contrôle gouvernemental et vous n'êtes plus que dans l'axe Bunagana. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste? Comme je vous l'ai dit, ce qui nous reste, c'est notre cause, ce qui n'a pas été désarmé. Et ce qui nous reste aussi, ce sont des problèmes qui se posent dans le pays, qui n'auront pas été résolus. Et nous aurions souhaité que le gouvernement se tape la poitrine pour avoir résolu les problèmes des Congolais, les problèmes des réfugiés, les problèmes de la sécurité à l'est du pays. Nous avons voulu que le gouvernement nous en parle, que le gouvernement se félicite pour cela, que le gouvernement ne se félicite pas pour une victoire qu'il n'a pas obtenue par des voies régulières. C'était Bertrand Bichimwa, le président du M23, qui répondait aux questions de Vénus Chimimana. Nous reviendrons sur ce dossier congolais, donc, à la fin de ce jour-là, avec notre invité Philippe Rechens, qui essaiera d'analyser l'évolution de la situation et les choses à venir, donc, dans cette région de l'Est du Congo. Et puis, pour en terminer, eh bien, vos réactions, quelques-unes que nous citerons ce soir, celle tout d'abord de Boina Amadoum. Bravo aux forces armées congolaises et à la MONUSCO, et nous dit Boina Amadoum, bravo s'ils continuent ainsi, ils verront bientôt la fin de cette guerre. Et puis Lucien Ndimouivira, lui, dans une guerre, il n'y a pas de gagnants mais toujours des perdants. Souvenez-vous que le M23 a commencé sur quelques kilomètres carrés. Aujourd'hui, dit-il, c'est le tour des FARDC. Demain, ça peut changer. La situation proviendra d'un franc engagement du gouvernement au service du peuple congolais. Vos réactions, donc, sur BBC Afrique. La forte avancée des rebelles congolais et le recul des rebelles du M23, alors est-ce le début de la fin pour ces rebelles en RDC, voire la fin de la rébellion, un retour possible à la paix? L'analyse d'un spécialiste de la région, l'universitaire belge Philippe Rechens, notre invité ce soir. Cela semble bien être la situation aujourd'hui. On a vu par le passé des situations analogues où les FARDC, appuyés par la MONUSCO, faisaient des gains ou réalisaient des gains de terrain considérables pour ensuite être défaites. Donc il faut, je pense, faire attention. Mais aujourd'hui, après la prise de Kibumba, Kiwanja, Rutshuru, en quelques jours de temps, il semble bien que les FARDC aujourd'hui est le dessus et que le M23 soit dispersé et semble d'ailleurs se retirer dans la direction du Rwanda. Alors évidemment, la question est que va faire le Rwanda, que va faire Kagame, puisqu'on connaît les liens qui existent entre le M23 et le régime à Kigali. Est-ce que le régime rwandais va laisser faire ou est-ce qu'il va essayer d'arrêter cette progression de l'armée et cette défaite du M23 qu'il soutient? Je crois qu'il est devenu de plus en plus difficile pour le Rwanda d'intervenir de façon visible aux côtés du M23. Les alliés forts que sont les États-Unis, par exemple, ont déjà, ces dernières années, je pense, donné des avertissements sérieux à Kagame, lui disant de cesser d'appuyer le M23
Et je pense, il y a d'ailleurs eu, il n'y a pas tellement longtemps, un coup de fil du président Obama au président Kagame pour lui rappeler cela. Et je pense que pour le Rwanda, qui est tout de même, ne l'oublions pas, un petit pays très dépendant de l'aide internationale et de l'aide politique, de l'appui politique international, je pense qu'il est devenu de plus en plus difficile d'appuyer le M23 de façon trop visible. Ce qui est possible, me semble-t-il, mais ce n'est qu'une spéculation. Mais ce qui est possible, c'est que le Rwanda pourrait essayer, en menaçant le Congo, ce qu'il a fait ces derniers jours, accusant le Congo du fait que des obus avaient été lancés sur le territoire rwandais. L'armée rwandaise a été fortement renforcée du côté rwandais de la frontière. Ce que le Rwanda pourrait espérer, c'est d'attirer une partie de l'armée congolaise vers leur frontière commune, ce qui affaiblirait évidemment le contingent disponible pour combattre le M23. Mais je crois que la situation est extrêmement difficile pour le Rwanda et probablement ce que l'on voit aujourd'hui désespéré pour le M23, et nous pourrions peut-être vivre en effet la fin de ce mouvement qui depuis 2 ans a fait les dégâts que l'on connaît. Ce qui veut dire que le Rwanda renoncerait à ses intentions, à ses intérêts économiques aussi indirects qu'il a à l'est de la RDC. Oui, mais il a d'autres intérêts. Ces intérêts internationaux sont également importants. N'oublions pas d'ailleurs que le Rwanda est aujourd'hui membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et l'armée rwandaise, par M23 interposé, devrait alors combattre directement une force onusienne, ce qui mettrait le pays tout de même dans une situation extrêmement délicate. Alors de l'autre côté, il y a l'ONU et cette brigade d'intervention qui soutient militairement et manifestement efficacement l'armée congolaise. Est-ce que, c'est-à-dire que du côté de l'ONU, du côté des grandes puissances, on a décidé d'en finir avec cette question de l'Est du Congo et de faire en sorte que l'armée et l'administration s'installent définitivement dans cette région? C'est certainement la volonté de la communauté internationale. Le grand problème du Congo, c'est que son État est faible, déliquescent même, et son armée a toujours été un peu le miroir de cet État faible. Une armée qui n'affrontait pas son adversaire, ce qu'aujourd'hui elle semble faire, ce qui est une bonne chose. Mais alors il faudra pousser la logique jusqu'au fond, afin de rétablir l'autorité de l'État au Congo, et notamment et surtout à l'est du Congo. Il faudrait que après le M23, à supposer qu'il soit défait dans les jours qui viennent, il faudrait que l'État congolais, l'armée congolaise et la communauté internationale s'attaquent également à d'autres poches de mouvements armés non étatiques. Je pense notamment au FDLR, les rebelles hutus rwandais, mais également de très nombreux groupes armés, milices ethniques, entrepreneurs de l'insécurité, des groupes maïmaï de toutes sortes, qui aujourd'hui continuent de contester l'autorité du gouvernement congolais sur son territoire. Donc il faudrait dans ces cas-là aller jusqu'au bout. Ce qui veut dire que les négociations de Kampala, qui traînent depuis des mois, qui ont été suspendues, qui reprennent, qui ne mènent à pas grand-chose, Kampala risque d'être oublié finalement dans cette situation militaire. Je pense que Kampala n'a jamais représenté grand-chose. Je ne pense pas que les antagonistes, ni le gouvernement congolais, ni le M23, et peut-être ni un certain nombre de leaders de la région, y croyaient vraiment. Et maintenant, il semble bien qu'entre deux logiques, celle négociée de Kampala et celle militaire qu'on voit aujourd'hui opérer sur le terrain, c'est l'option militaire qui prend le dessus. Voilà, c'était l'invité de cette édition de BBC Soir, Philippe Reschens, universitaire belge spécialiste de la région. Avant d'en terminer avec ce journal, sachez en bref à propos du Kenya que vous écoutez Zapping Info Congolaise. Mais d'abord, cette 4e journée de combat intense dans l'est de la République démocratique du Congo. Combat intense même s'il y a eu une accalmie en fin d'après-midi. Les FARDC infligent revers sur revers au M23. Elles ont repris aujourd'hui la base militaire de Rumangabo. Le ministre congolais de la Défense, Alexandre Lubandambo, appelle les rebelles à la reddition. À Goma, Léa Lisa Vesterov. Au nord du volcan Nyiragongo, plus rien ne semble vouloir arrêter l'armée congolaise. Depuis la reprise totale de la ville de Kibumba ce matin, après de lourds combats pour faire sauter un dernier verrou des rebelles du M23 nichés dans la colline,
tout s'est accéléré. À midi, les FARDC annonçaient avoir pris le contrôle de Rumangabo, à 40 km au nord de Goma, une base militaire stratégique de l'armée aux mains des rebelles depuis plus d'1 an. En fin d'après-midi, les 30 km restants jusqu'à la localité de Rutshuru, prise la veille, étaient franchis. Selon l'armée, la route qui mène de Goma à Rutshuru est désormais ouverte et sous contrôle. En face, le M23 affiche de moins en moins de résistance. Les rebelles ne contrôlent plus que quelques centaines de kilomètres carrés près du Rwanda et de l'Ouganda, et selon plusieurs estimations, ces combattants seraient moins d'1 millier. Face à ce nouveau rapport de force, la communauté internationale a une nouvelle fois tenté de rasseoir Kinshasa et le M23 à une table de négociation. Mais pour l'heure, l'armée congolaise ne donne pas l'impression de vouloir s'arrêter en si bon chemin. Léa Vesterhoff, Goma. RFI. Et l'Union africaine notamment appelle le gouvernement congolais et les rebelles à reprendre les pourparlers de paix. L'UA qui condamne également la mort hier d'un casque bleu tanzanien lors de la prise de la ville de Kiwanja, tenue jusqu'alors par le M23. Aussitôt commencé, aussitôt reporté, le procès d'Eugène Diomidongala est renvoyé en février prochain. Le président de la démocratie chrétienne et proche de l'opposant historique Étienne Tshisekedi est poursuivi pour viol sur mineur, celui que le ministère public considère comme le complice de Diomi. Son garde du corps ne s'est pas présenté à l'audience aujourd'hui et ses avocats qui dénoncent un procès politique avaient exigé sa présence. Ces audiences sont donc renvoyées en attendant de retrouver cette personne et Eugène Diomidongala reste en attendant détenu à la prison centrale de Makala où il est incarcéré depuis plusieurs mois déjà.